Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du RLC parallèle. On a vu le RL, le RC, donc la finalité c'est le RLC parallèle. On va garder le même principe que d'habitude et on va retrouver des similarités avec ce qui a été vu dans le RLC série. Donc on va pas revoir toute la théorie, on va étudier dans ce cas-là un des cas. Donc on va retrouver un au hasard, on va voir. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on a un courant qui va venir du réseau, le courant I, voilà, qui va venir sur notre réseau RLC. Ces trois éléments, ils sont en parallèle, donc ils auront tous les trois la même tension. Donc, ils sont tous mis entre les deux mêmes potentiels. Donc, on a la tension d'alimentation U sur chacun. Donc, comme pour le cas précédent, pas de triangle des tensions dans ce cas-là, du moment qu'on est en parallèle. Donc on aura une tension unique qui sera notre vecteur de base. Maintenant, on va avoir trois courants partiels qui seront IR, ici. Ce courant IR, dans une résistance, le courant est en phase avec la tension. Donc on va trouver notre vecteur IR ici. Ensuite, le courant IL va dépendre de la tension d'alimentation et de l'opposition au passage du courant de la bobine, XL, donc la réactance de l'induction. Dans le cas de ce courant-là, le courant dans une bobine est en retard de 90 degrés par rapport à la tension, donc je le dessine ici. Voilà. Ensuite, dernier cas, le condensateur, le courant qui est là, IC, va dépendre de la tension et de l'opposition au passage du courant du condensateur, XC, qui dépend de 1 sur oméga C. Et dans ce cas-là, le courant qu'on obtient va être en avance de 90 degrés par rapport à la tension. Donc il va se trouver ici. Maintenant, on a deux courants en opposition, IC et IL. Donc on va reprendre cette tension, ce courant, je veux dire, ces deux courants en opposition. Ce courant IL va venir ici compenser une partie de IC. Donc si je le reporte ici, donc il va venir là. Et en fait, le courant de la partie réactive va se trouver là. Donc ce courant qui est là, ce vecteur-là, c'est le courant réactif au niveau de la somme. Donc on va le retrouver. On va retrouver ceci. On peut représenter ici la somme des deux vecteurs de courant inductif, réactif plutôt, et celui qui est actif, celui qui dépend de la résistance. Et ici, on va trouver notre courant total I. Voilà. Avec le déphasage entre U et I, qui est ici. Dans le cas que j'ai mis ici, c'est un cas où IC est plus grand que IL, donc c'est un cas capacitif. Cas capacitif, dans ce cas-là, on va pouvoir le voir parce que XC sera plus petit que XL. C'est la particularité dans le cas où on a un circuit parallèle, parce que là où la réactance est la plus petite, on aura le courant le plus grand. Donc le cas capacitif, c'est quand IC est plus grand que IL, mais c'est le cas aussi où XC est plus petit que XL. Vu que IC est plus grand que IL. Voilà. Contrairement au circuit série, où dans ce cas-là, on avait UC plus grand que UL lorsqu'on avait XC plus grand que UL. Donc, XC plus grand que XL.
Donc là, on a l'effet inversé, faites attention à ça. Ça, c'est un piège classique. Vu que plus la réactance est petite, plus le courant est grand. Voilà. Alors là, j'ai fait un dessin, il n'y a pas de calcul, c'était juste un exemple. Maintenant, si on prend la même logique qu'on a utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire nos triangles, si on les dessine, on va retrouver IR ici, on va retrouver IC à cet endroit-là, IL, ici, ce vecteur qui est là, qu'on pourrait appeler IX, par exemple, IX, pour le courant dans les réactances, qui sera, dans le cas, vu qu'on est capacitif, IC moins L. Et puis, le courant total sera ici, avec notre déphasage qui est là. Voilà, ça c'est le triangle des courants. Si on le multiplie par U, on va trouver le triangle des puissances. Donc, ici, j'aurai P, la partie active, j'aurai la partie réactive, donc ici la puissance réactive du condensateur QC, j'aurai la partie puissance réactive de la bobine, QL, qui sera là, et ici la puissance réactive totale, Q, qui sera dans ce cas ici capacitif QC moins QL, et ici on aura notre vecteur I. Vecteur S, puissance apparente en VA. Voilà. Voilà, avec le déphasage qui est ici. Donc on va trouver en fait deux triangles rectangles, rectangle ici, qui a cette forme-là, dans lequel le vecteur, donc la cathète opposée à l'angle, qui est en fait la différence des deux composantes réactives, IC moins IL, QC moins QL. Voilà. Maintenant, la logique va rester la même que celle qu'on a vue la semaine passée, si vous vous souvenez ceci. On va pouvoir utiliser Pythagore, on peut utiliser ici la loi d'Ohm, et on va pouvoir utiliser les formules de la puissance. Donc les formules ici, je les avais complétées dans la première vidéo, j'avais mis que les premières ici. Donc si on essaye de le faire pour celui-ci, le courant IR par Pythagore, il sera égal à, excusez-moi, une petite erreur, le courant I, l'hypoténuse, sera égal à la racine carrée de IR au carré, plus ce vecteur IX ici, qui est IC moins IL, au carré, le tout sous racine. Voilà. Dans ce triangle-là, même chose, on peut calculer l'hypoténuse avec Pythagore. S, ce sera P au carré, plus ce petit bout du triangle ici, qui sera, dans notre cas ici, QC moins QL, ici, soit ici, avec le carré que j'oublie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est Pythagore qui reste juste dans ce cas-là.
Ensuite, la loi d'Ohm, elle est juste toujours. Donc, on peut aussi l'utiliser ici. Le courant dans la résistance IR, c'est U sur R. Ce sera aussi, c'est clair, P sur U et racine carrée de P sur R. Ça, c'est toujours juste aussi. Donc ça, ce serait pour R. Et on peut traduire ça pour les autres courants, c'est-à-dire IC, si on commence par lui, ce sera U sur XC, le C et le XC, ce sera QC sur U, et ce sera QC sur XC sous racine. Donc ça, formule de base de l'électricité. Traduit dans un autre langage que ici, la loi d'Ohm qu'on avait en première année, I est égal à U sur R. Mais c'est toujours la même chose. Pour le courant dans l'inductance, même chose. U sur XL, QL sur U, QL sur XL sous racine. Et au niveau total, on obtiendra I est égal à U sur Z, est égal à S sur U, est égal à S sur Z sous racine. Voilà. Donc on a toutes ces formules qui sont une translation de celles qu'on a ici. On les retrouve identiques. Si je prends ce triangle des I et que je multiplie par U, je vais trouver le triangle des puissances avec le vecteur P qui est U plutôt fois IR. Je vais trouver QC qui est égal à U fois IC. Je vais trouver QL qui est égal à U fois IL. Et S qui est égal à U fois I. Donc très important, on mélange pas les côtés. La base du triangle fois U, on retrouve la base de ce triangle. L'hypoténuse fois U, on retrouve l'hypoténuse de ce triangle. Prenez le vecteur montant ici fois U, on retrouve le vecteur montant ici. Prenez ce vecteur qui descend ici fois U, on obtient ce vecteur-là. Donc on mélange pas les choses. Maintenant, ça c'est la formule de la puissance P est égal à U fois I. On avait appris d'autres formules en première année. R fois I carré. Donc R fois IR au carré, donc il y a plusieurs courants. C'est aussi U au carré sur R. Voilà. Même chose pour ici, donc on aura IC fois IC au carré, ou U au carré sur XC. Pour QL, ce sera XL fois IL au carré est égal à U au carré sur XL. Et finalement, ce sera Z fois I carré et U carré sur Z. Voilà. Donc on aura toutes nos formules ici. Mais si on regarde bien, c'est un peu redondant d'écrire tout ça parce que c'est chaque fois la même formule. Là, je perds du temps à écrire toutes ces formules, mais c'est tout le temps les mêmes. Voilà. Dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est le cos phi. Cos phi, c'est toujours cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, donc ce sera IR sur I. Et puis, dans ce triangle-là, ce sera P sur S. Alors, comme la dernière fois, on ne dessine pas le triangle. Alors, il n'y a déjà pas de triangle de résistance. C'est le triangle des admittances, conductances, susceptances. Donc, on va pas y aller, c'est pas très intéressant. Si vous deviez chercher Z, c'est souvent le cas, on cherche souvent l'impédance totale du circuit. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le sortir d'une autre formule. Et la plupart du temps,
qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir Z de cette formule-là, depuis ici. On va extraire ici et prendre Z est égal à U sur I. Voilà, pour ce cas ici, donc ça c'est le cas que j'ai dessiné dans ce cas-là. C'est tombé que j'ai dessiné un cas capacitif, ça aurait très bien pu être un long. Maintenant, si c'était un cas inductif, ben, vous aurez juste IL qui sera plus grand que IC, et du coup votre triangle va se trouver contre le bas. Même chose, vous avez ici un RC parallèle, donc on voit que quand on a tendance capacitive, on retombe dans ce cas-là, et lorsqu'on a un circuit RL parallèle, ben, on était tête en bas, comme dans l'exercice 69. Du coup, on va retomber, si vraiment le vecteur IC est plus petit que IL, on va retomber dans une tendance plutôt inductive, comme celle-là. Voilà. En faisant attention, vraiment, le piège, il ne faut pas tomber dedans, c'est qu'en circuit parallèle, le cas capacitif, c'est quand IC est plus grand que IL, c'est quand QC est plus grand que UL, mais, attention, je vais l'encadrer, c'est le cas où XC est plus petit que XL. Vu que I est égal à U sur XC ou U sur XL, on voit que c'est inversement proportionnel à la réactance. Voilà, ça c'est les deux cas classiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si XC et XL sont identiques? Si XC et XL sont identiques, on va avoir une compensation complète dans nos triangles. Si XC et XL sont identiques, XC et IL seront identiques. Donc vous aurez ces deux vecteurs-là qui seront identiques et ces deux-là aussi. De ce fait-là, on arrive dans ce cas-là, où on a une forme de triangle un peu particulière, où on a IC et IL qui sont identiques, QL et QC qui sont identiques. Du coup, on a un fonctionnement résistif, parce que IR et I sont identiques, et P et S sont identiques. Donc, ce cas-là, c'est le cas où XL est égal à XC, et ce cas-là, on l'appelle la résonance. Donc, cette résonance, on va l'utiliser en électronique dans certains circuits comme les amplis résonants. On aura un circuit résonant qui souvent n'est pas sous forme RLC, mais souvent LC. Mais ça ne change rien. C'est le cas où XL et XC sont identiques. Et vu qu'on sait que XL, c'est oméga fois L, et XC, c'est 1 sur oméga fois C, du coup, on obtiendrait oméga fois L, c'est 2 fois pi fois F fois L, dans ce cas-là, fréquence de résonance, qui est égale à 1 sur 2 fois pi fois la fréquence de résonance fois C. Et quand on transforme ça, on va obtenir la formule suivante, la fréquence de résonance, c'est le cas où c'est égal à 1 sur 2 fois pi fois la racine carrée de L fois C. Exactement la même formule qu'on a obtenue quand on a fait la résonance série. Donc c'est la même chose. Vu que la résonance série, c'est quand XL et XC étaient identiques, ben la résonance parallèle, c'est la même chose. Donc voilà notre cas de résonance ici. Voilà. Ça clôt le sujet de ce RLC parallèle. Donc, je vais vous mettre à disposition sur Moodle et sur le réseau ces deux documents et vous recevrez aussi le travail à faire. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.